Bonjour à tous, donc je me présente, Nathalie de Mars-Vizara, je suis la présidente directrice générale de Cyrano et avec mon collègue Brahim Boudarba, on est ravis en fait d'organiser ce séminaire. Donc en fait, Mohamed est ici actuellement comme professeur invité, donc il est au Cyrano pour encore un mois, je pense, encore un mois. Et donc on est ravis évidemment d'avoir une présentation du séminaire et qui est en collaboration avec l'OFE, l'Observatoire de la francophonie économique. Donc le sujet du séminaire aujourd'hui, c'est vers une revalorisation du système éducatif des pays du Maghreb. Donc, évidemment, l'éducation est un de nos grands thèmes de recherche à Cyrano. Très intéressé, évidemment, toujours d'avoir des comparaisons ou, en tout cas, des expériences d'autres pays. Donc, c'est un grand plaisir, évidemment, de vous recevoir. Et bonjour à tous. Donc, Brahim, je sais pas si tu veux rajouter un petit mot. Il faut aller à la... Merci tout le monde qui sont présents ici, les gens qui nous suivent en ligne. Donc, c'est notre conférence conjointe entre l'Observatoire de francophonie économique et le Cyrano. Et comme a dit Nathalie, nous sommes heureux de recevoir un professeur Mohamed Ayadi, qui est professeur à l'Institut supérieur de gestion à l'Université de Tunis en Tunisie. Donc, professeur Ayadi est chercheur affilié à plusieurs centres de recherche dans l'Observatoire de la francophonie économique. Il a produit plus de 30 articles scientifiques dans des revues de haut niveau et encadré 25 thèses de doctorat en Tunisie. Donc, nous sommes très heureux de le recevoir aujourd'hui. Je voudrais juste signaler que les travaux qui seront présentés aujourd'hui par le professeur Ayadi ont déjà fait l'objet d'un chapitre dans notre premier rapport de l'Observatoire et aussi d'un rapport de projet qui a été financé par l'Observatoire. Donc, bienvenue, professeur. Je vous écoute. Merci beaucoup. Je suis heureux un peu d'être parmi vous. Je suis vraiment honoré d'être invité et surtout un peu, je suis honoré un peu par la sympathie de toute l'équipe de Cyrano. Vraiment, ça fait 2 mois que je suis ici et je suis aux anges, je suis vraiment bien pris et je vous remercie énormément. Je remercie aussi l'OFE et représenté par son président, le professeur Brahim, qui a financé un peu ces études-là et surtout un peu nous a permis d'encadrer et il nous a permis un peu d'avoir des relations avec d'autres collègues de l'Afrique francophone, essentiellement à Dakar au mois de mars dernier, mais aussi par mail et par des échanges aussi même de stagiaires. Ok, donc comme vous le savez, dans ce séminaire-là, on s'est intéressé au problème du système éducatif. Ok, on s'est dit ok, mais pourquoi? Bon, comme l'a dit tout à l'heure notre directrice, c'est que c'est un problème qui est très important. D'accord? Pour ça, on s'est dit bon, qu'est-ce qui caractérise? La première chose, c'est que le fait marquant de ce travail, c'est que dans les pays du Maghreb, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, il y a eu, depuis l'indépendance, c'est-à-dire la fin des années 50, début des années 70, une ruée vers la scolarisation. Donc, à la veille, ou bien au début un peu de l'indépendance, le nombre d'élèves scolarisés n'atteint à peine 20%. D'accord? Et 30 ans après, tout le monde sont scolarisés. Et lorsque je dis tout le monde, c'est-à-dire, c'est pas seulement les citadins, mais au milieu rural, au milieu urbain, dans toutes les localités, et les filles autant que les garçons, malgré que on est dans une société islamique ou bien de religion islamique, mais toutes les filles aillent à l'école. D'accord? Donc, on s'est dit, OK, mais maintenant, on a un autre problème. Que ce soit dans plusieurs pays en développement, plus particulièrement les pays MENA, et encore plus les pays de l'Afrique du Nord. D'accord? C'est qu'on a ce chômage des diplômés. D'accord? Et dans le chômage des diplômés, donc, il atteint, imaginez, 35% des diplômés qui sortent des universités tunisiennes sont au chômage. Et encore plus chez les femmes. OK? Il y a eu des enquêtes qui ont été faites auprès des entreprises. Et les entreprises disent, OK, mais ceux qui sortent ne sont pas suffisamment habiles, ne sont pas suffisamment qualifiés. D'accord? C'est pour cette raison qu'on s'est dit, mais est-ce qu'il y a dans le système éducatif quelque chose qui mérite d'être revu ou mérite d'être amélioré? D'accord? Et là, on s'est dit, en utilisant un peu les informations données
par le rapport PISA, c'est que dans les pays du Maghreb, que ce soit en Tunisie, en Algérie ou bien au Maroc, d'accord, ce qu'on a, c'est que nos étudiants ou bien nos élèves ont de très faibles compétences. Par comparaison à quoi? Par comparaison au Canada. Mais on se dit au Canada, ils ont des moyens financiers, c'est un pays en voie de développement, etc. Mais surtout par rapport au Vietnam. D'accord? Je reviendrai sur les enquêtes PISA. Les enquêtes PISA, elles traitent sur 70 familles, 70 pays à peu près. Certains pays, plusieurs pays de l'OCDE, mais certains pays qui sont d'autres pays. Mais l'Algérie et la Tunisie sont parmi les 10 derniers. D'accord? Le Vietnam et le Canada, c'est le 6e et le 7e. Donc, c'est parmi les tout premiers. Et selon cette étude-là, on voit que c'est vrai qu'ils vont à l'école, mais ils n'ont pas un peu les compétences requises. Et donc, ce qui explique un peu ce manque de persévérance. Et donc, nous nous sommes posé la question, pourquoi les performances et les acquis cognitifs, là, ce qu'on appelle l'acquis cognitif, c'est le terme pour mesurer, les termes qui sont utilisés par Teams et par PISA, pour mesurer le degré de connaissance acquis et l'habilité qui est acquise. D'accord? Bon, ces acquis cognitifs des élèves du pays, pourquoi sont-ils faibles? Comme on vient de le voir, ils sont très faibles par rapport à quoi? Par rapport aux pays développés, essentiellement le Canada, mais aussi le Vietnam, qui dispose, comme on va le voir, de moins de ressources que les pays maghrébins. Donc, on va donner des chiffres là-dessus. Donc, pour cela, on a notre plan va porter sur 3 points. Tout d'abord, l'évaluation des acquis cognitifs. Là, ça fait l'objet un peu du chapitre 4 qui a été fait dans le livre qui est édité par l'OFE sur la situation économique des pays francophones. Et pour les pays du Maghreb, on a parlé le côté de l'éducation. Puis, les 2 autres, on a essayé un peu d'approfondir les causes. On la voit, est-ce que le système éducatif il est efficient? On a utilisé des outils théoriques pour faire ça, des outils empiriques pour faire ça. Et est-ce qu'il y a des inégalités d'opportunités entre les élèves? D'accord. Donc, dans la première partie qui est l'évaluation des acquis cognitifs, donc on a commencé un peu par ce graphique. Donc, vous voyez que le taux de scolarisation, c'est vrai qu'au début des années 70 et des années 80, bon, l'Algérie et le Maroc, donc ils ont fourni beaucoup plus d'efforts, le taux de scolarisation est beaucoup plus important. Bon, le Maroc, il est un peu à la tête, mais les années 2000, il y a une ascension et en 2015, d'accord, presque 100% des élèves marocains, tunisiens et algériens sont à l'école. D'accord. Pardon? Pour quel groupe? 12 ans ou 15 ans? Oui, on va à l'école à 6 ans. D'accord? Et donc, on reste dans l'école primaire entre 6 ans et 12 ans. D'accord? Mais là, ils vont à l'école, ils rentrent à l'école, ils peuvent sortir. On va revenir à ce problème-là par la suite. C'est notre problème. Donc, en résumé, c'est que depuis l'indépendance, les pays du Maghreb ont intensifié les efforts, c'est ce qu'on a vu. De nos jours, l'accès au primaire est quasi généralisé. Et donc, un point positif, les objectifs du millénaire, qui consistent à permettre à tous les enfants d'âge d'aller à l'école, c'est-à-dire à l'âge de 6 ans, d'accéder à l'école, en 2015, cet objectif est bien réalisé. D'accord? Le problème, c'est qu'on est gourmand, ou bien il faut être ambitieux. Et maintenant, le défi pour nous maintenant, c'est le développement durable. D'accord? Et lorsqu'on voit un peu le 4e objectif, d'accord, du développement durable, qu'est-ce qu'il dit? C'est assurer l'accès de tous à une éducation de qualité. D'accord? On parle d'éducation mais pas de qualité. Si on n'a pas les acquis cognitifs, et on va revenir sur ce point-là, d'accord? Sur un pied d'égalité, il faut que tout le monde puisse profiter de cette éducation de qualité, d'accord? Et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout le long de la vie, d'accord? Il faut être capable un peu par la suite de bien
s'éduquer et donc être capable de faire ça. Mais pour comprendre ça, il y a un lapsus. Ce lapsus, c'est quoi? C'est la différenciation entre scolarisation et éducation. Est-ce que lorsqu'on va à l'école, on va recevoir une bonne formation, oui ou non? D'accord? C'est la première question qu'on s'est dit, c'est que l'accès à l'école, c'est une condition nécessaire. Ça, c'était les objectifs des OMD. D'accord? Mais cette condition n'est pas suffisante. Pourquoi? Pour acquérir les compétences. D'accord? Donc, il faut faire un peu plus. Donc, et une politique de l'éducation qui considère le nombre d'années d'études comme le seul output scolaire n'est pas suffisant pour mesurer cet acquis cognitif. D'accord? Et pour résumer tout ceci, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? Donc, le rapport PISA 2010, d'accord, c'est un rapport de 3000 pages. Ce rapport où on trouve les économistes et les spécialistes du système d'éducation, des sociologues, des épistémologues, d'accord? Donc, c'est un travail qui est collectif entre plusieurs personnes, d'accord? Et donc, lorsqu'on parle, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi un élève bien éduqué? Tout simplement, ou bien avoir une bonne activité. Un, apprendre par lui-même. Il est capable un peu d'être autonome, d'accord? Assimiler surtout les particularités de son environnement, d'accord? C'est que une fois il termine, il a un problème, il est capable de le résoudre, d'accord? Si avec les compétences que vous avez acquises, vous êtes incapable de faire ça, ça c'est pas son problème. Et le fait un peu d'aller à l'école et apprendre toutes les formules par cœur, apprendre toutes les définitions scientifiques et mathématiques par cœur, c'est insuffisant. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut être entrepreneur, donc il faut être capable d'utiliser cet outil-là pour résoudre les problèmes. C'est pour ça que résoudre les problèmes complexes, ça fait partie des objectifs, d'accord? Et c'est un point qui est ignoré, et on va voir tout à l'heure sur les statistiques qui sont réalisées par les pays en développement. Assimiler les particularités de son environnement, ça aussi, c'est assez important, d'accord? Et sur la base de ça, on a fait une évaluation. Comment évaluer les acquis cognitifs? D'accord? Les deux organismes les plus connus, l'organisme PISA et TIMSS, d'accord? Qu'est-ce qu'ils font? Donc, aussi bien l'un et l'autre avec un peu des affinités différentes, l'un sur les sciences, l'autre sur les sciences, lecture, etc. Mais ce qu'ils font, ils sont des enquêtes auprès d'élèves. Il y a 72 pays à peu près, l'essentiel des pays en bas de l'OCDE et d'autres pays. Et à ces élèves-là, ils font passer des tests, d'accord, de connaissances, d'accord. Et dans ces tests-là, ce sont des niveaux graduels de difficulté, d'accord. Et bien sûr, avec ces tests-là, ils déduisent des informations sur les caractéristiques sociodémographiques des élèves, sur les conditions des écoles en termes d'input, en termes de disponibilité des enseignants, etc. Et donc, ça fait disons, des mines très importantes. Bon, pour finaliser et pour pouvoir exploiter un peu ces informations pour la prise de décision, PISA, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle distingue 6 niveaux. Ce sont 6 niveaux de difficulté, d'accord? Les 2 premiers niveaux, ce sont relatifs à des questions, à des items qui sont très familiers, d'accord? Et qui nécessitent peu d'interprétation de la situation. Niveau 2, qui est le niveau intermédiaire, qui est 3 ou 4, plus d'interprétation et des situations moins familières, d'accord? Le niveau d'excellence, ou bien le niveau élevé, on a un degré élevé d'interprétation et plus de réflexion et d'analyse. D'accord. Voyons qu'est-ce qu'il y a. On est revenu, ça c'est le même tableau qu'on a établi tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on remarque?
Donc, on remarque bien que pour les pays du Maghreb, donc ici, il y a la Tunisie, l'Algérie, parce que le Maroc n'a pas participé à PISA 2015, plus de 70%, d'accord, ne dépassent pas le niveau 2. D'accord? Il arrive à répondre aux questions élémentaires, mais où il y a même des difficultés moyennes, il n'arrive pas à réussir. Et encore plus, des difficultés élevées, c'est presque nul. Or, par opposition, lorsqu'on voit un peu le Canada et le Vietnam, d'accord? Au Canada ou au Vietnam, au Canada, plus 90% des élèves arrivent au niveau 3 et 4 et 5 et 6. D'accord? Avec des taux de 12% d'élèves qui sont capables de résoudre les problèmes complexes. D'accord? La même chose pour le Vietnam. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé aussi l'enquête Teams. D'accord? Et le même constat. D'accord? On voit, bon, ce qu'on a, bon, les critères sont différents, mais le niveau 1, donc la Tunisie et le Maroc, ils se limitent à ce niveau-là avec plus que 2/3 de élèves qui ne peuvent pas dépasser le niveau de 400. D'accord? Alors qu'au Québec, d'accord, le 99% des élèves dépassent ce niveau-là. D'accord? Donc on s'est dit, bon, ce qu'il faut, c'est ce défi qu'il faut vraiment essayer un peu de le faire. Un autre outil qui est utilisé pour synthétiser l'information, d'accord, c'est ce qu'on appelle le niveau de compétence. Selon PISA, le niveau 2, qui est là les données alimentaires, est considéré comme le seuil de compétence. Et donc, en dessous de ce niveau-là, qu'est-ce qu'il va avoir? C'est que l'élève qui sort, il ne peut pas participer dans la vie de la société moderne. D'accord? C'est donc, il ne suffit pas d'apprendre tout par cœur, mais il faut être capable d'assimiler. D'accord? Et ce qu'on a, c'est que pour notre pays, le pourcentage d'élèves qui sont sous le niveau 2, il est de presque les 2/3 des élèves sont de ce niveau-là. Alors qu'au Canada et au Vietnam, il y a très peu d'élèves, moins de 1/5 des élèves qui sont en dessous de cela. Et donc, plus que 80% des élèves sont capables d'être actifs et d'être assez d'assimiler les particularités de leur environnement et surtout de résoudre les problèmes complexes qui peuvent retrouver et donc être assez compétitifs, d'accord, dans ces régions-là. D'accord? Donc, au pays du Maghreb, près de 80% des élèves n'ont pas atteint ce seuil mathématique, bon, beaucoup moins en sciences. Et là, c'est là un peu l'un des points qu'il faut mettre. Un deuxième point, c'est que pour synthétiser l'information, on parle un peu de la résilience des élèves. D'accord? Bon, on sait qu'on définit un élève résilient, c'est ceux qui surmontent l'obstacle que constitue la situation socio-économique défavorable. Moi, je viens de l'école publique. Et pas mal d'entre nous, j'imagine Ibrahim, etc., mon père, il était un petit épicier. Je suis professeur à l'université. J'ai étudié dans l'école publique. D'accord? Actuellement, plusieurs de mes collègues, d'accord, se disent, le PM public, c'est pas bien pour mes gosses. Et c'est un sentiment qui est en train de se développer. D'accord? Bon, que ce soit au Maroc, que ce soit en Tunisie, ce fléau d'école publique, il est en train de se faire. D'accord? Donc, ce qu'on a, c'est que les élèves résilients sont les élèves qui sont issus de milieux publics, de milieux défavorisés. Et donc, bon, ce qu'on a, c'est que actuellement, en 2015, d'accord, le pourcentage d'élèves
résilient, il est en dessous de 20% de nos pays. D'accord? Alors que ce pourcentage atteint les 80% au Canada et au Vietnam. Le Vietnam, on va revenir là-dessus, ils n'ont pas, ils donnent même moins de ressources, ils ont moins de financement, ils arrivent un peu à exceller. D'accord? C'est pour ça un peu la question qui se pose. Donc, ce qu'on voit si on revient aux ressources et au mode de convergence. Remarquez ici, lorsqu'on a le manque de matériel, c'est vrai qu'au Canada, il y a beaucoup plus de moyens. C'est un pays développé, il y a beaucoup de moyens. Et le manque de matériel, il est assez faible. Mais au Vietnam, le manque, il est plus important qu'en Algérie, plus important qu'en Tunisie. D'accord? Et avec ça, il accède. D'accord? Le nombre d'élèves par ordinateur. Au Canada, il y a plus d'un ordinateur par élève. D'accord? Au Vietnam, il y a 4 élèves. C'est vrai, en Algérie, en Tunisie, c'est assez important, mais il n'y a pas de ressources. Mais le deuxième problème, et ça le problème qui blesse, et c'est là le problème qui mérite d'être analysé, c'est la gouvernance. D'accord? Ce qu'on a ici comme indicateur de gouvernance, c'est l'application de la discipline. D'accord? La discipline est un manque dans nos pays. D'accord? La discipline, elle est très respectée, essentiellement au Vietnam. Deuxième point, le redoublement. Le taux de redoublement atteint en Algérie 70%, en Tunisie 34%, il n'est que de 4% au Vietnam, etc. Donc, ce qu'on a ici, c'est le problème de résilience dont on a parlé tout à l'heure. D'accord? Il ne suffit pas un peu, l'école n'est pas là que pour faire des élites. L'école, elle est là pour généraliser la conscience à tout le monde. Il ne faut pas laisser les élèves qui sont faibles à la traîne. D'accord? Et donc, le mode de gouvernance mérite d'être revu dans nos pays. Donc, pour résumer, nous disons que les ressources matérielles à la disponibilité des écoles, au Canada, les ressources sont considérables, mais les ressources sont plus faibles au Vietnam qu'en Algérie et en Tunisie. Et là, les chiffres le montrent. Donc, il y a, bon, j'ai donné 2 chiffres, mais il y en a beaucoup plus. Mais la gouvernance, 70% des élèves, 34% sont beaucoup plus faibles, alors que ceci n'est pas le cas. Et surtout, dans les pays maghrébins, bon, particulièrement en Tunisie, il y a ce problème de négligence, d'accord, de la discipline. Donc, il faut que, et donc, on va voir que ce problème, il est important et qu'il faut le prendre avec beaucoup de sérieux. Bon, pour finir ce paragraphe, bon, on a dit un peu 3 constats. Le premier, c'est l'accès à de meilleurs acquis cognitifs et de meilleures compétences, donc de meilleures compétences pour nos enfants, d'accord? Et donc, si on a ce chômage des diplômés dont j'ai dit au début, c'est qu'il y a une cause, d'accord? Il faut former un peu tous les élèves, il faut les former convenablement pour assimiler leur environnement et être capable un peu d'être assez efficace. Et l'analyse un peu les premières analyses qu'on a faites des niveaux d'acquis cognitifs, qui est une mesure de compétence qui soit plus active, il nous révèle la faiblesse des acquis cognitifs des élèves au pays, la faiblesse des compétences, et lorsqu'il y a une faiblesse des compétences, la conséquence, c'est que l'élève il est moins apte à participer à la vie de la société moderne. D'accord? 2, faible proportion des élèves résilients, et donc l'école risque de perdre son rôle d'ascenseur social. D'accord? Et donc, seuls les enfants de riches peuvent accéder, peuvent réussir, peuvent avoir les meilleurs métiers. D'accord? Bon, je reviens sur ce point qui est très important. Et donc, ce qu'on a, c'est que dans les pays du Maghreb, en dépit de leur accès à l'école, plusieurs enfants se trouvent en marge du système scolaire. Maintenant,
En Tunisie, ce qu'on a, c'est que chose qui n'existait pas dans notre temps. D'accord? On a des élèves, et surtout un peu des lycéens, qui ne croient plus, d'accord, à l'école. D'accord? Et quittent l'école et sans avoir de diplôme. Bon, certains, ils sont maintenus parce que leurs parents les aident, d'accord? D'autres quittent parce que c'est dit, de toute manière, avoir le diplôme, ne pas l'avoir, je ne vais pas être un membre actif, il faudrait mieux que je sorte. D'accord? Et là, c'est une enquête qui est faite par le BIT. Bon, on essaie un peu de l'analyser avec Ibrahim, le professeur Claude. Et donc, ces enseignants proviennent généralement des couches sociales économiquement défavorisées. Et bien sûr, si on ne fait rien, l'exclusion de ces enfants va agir sur la cohésion sociale. D'accord? Le problème de l'égalité, d'accord, c'est l'origine de tout le printemps arabe. Ça a commencé en Tunisie, en Égypte, au Liban, en Libye, d'accord? Ça a été épargné au Maroc parce qu'ils ont su répondre à ce problème-là, en Algérie, etc. Et donc, on s'est dit, il faut, donc l'origine, ça pourrait être l'école. Maintenant, on s'est posé la question dans l'étude qu'on a faite sur l'efficience. D'accord? Est-ce que le système éducatif sont efficients? Et bien sûr, dans la littérature, il y a toute une littérature pour mesurer cette inefficience-là. D'accord? Il y a le travaux d'Anocek, etc., tous les travaux qui sont là. Et dans un deuxième temps, est-ce que l'accès à l'éducation, aux acquis cognitifs, est équitable? D'accord? Et donc, jusqu'à un certain moment, on dit que l'accès à l'école est un droit. Je pense que pour nos pays, maintenant, l'accès à l'acquis cognitif est un droit. D'accord? Et l'accès à une bonne formation est un droit, je pense. C'est ce point-là qu'on va essayer de discuter. L'état des lieux. Dans nos pays, le budget, disons, l'État alloue beaucoup d'argent. Presque 5% du PIB, il va à l'éducation nationale. En Tunisie, ça atteint les 6%. D'accord? Mais le problème, c'est que si ces budgets-là, si on considère que l'output de l'école, c'est augmenter le nombre d'inscrits à l'école primaire, ou bien le nombre de diplômés, on se trompe. D'accord? Et donc, cet argent-là sera gaspillé. La preuve, c'est que les écoles au Vietnam surmontent l'obstacle de manque de ressources qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? Alors que les écoles maghrébines sont moins performantes avec plus de ressources. Donc, on s'est dit, ben, où est l'efficience? Est-ce qu'il y a une efficience? Et plus particulièrement, quelles sont ses causes? Donc, l'efficience n'est pas due au volume des ressources, mais plutôt à la manière de les gérer, dont on a vu tout à l'heure. Et plus particulièrement, s'intéresser à deux questions, qui est l'origine de l'efficience caractérisant des écoles et comment réduire l'inefficience sans augmenter le budget alloué. Une meilleure gouvernance va nous permettre de mieux atteindre notre but et atteindre ceci. Comment faire? Comment mesurer? Anocek nous définit l'efficience, dit que le manque de cohérence entre l'augmentation des dépenses destinées à l'éducation et la performance des élèves met en évidence plusieurs inefficiences qui doivent être étudiées et corrigées. D'accord? Bien sûr, voir ce qu'est l'inefficience, voir ses causes et essayer d'éliminer ces causes qui sont à l'origine. Et donc, lorsqu'on parle d'efficience maintenant, qu'est-ce qu'on va maintenant? L'école doit être gérée comme une entreprise. Une entreprise n'est pas efficiente, elle fait faillite. D'accord? L'école est publique. Mais est-ce qu'il faut tolérer, d'accord, que l'école gaspille l'argent, d'accord, sans avoir un bon output? Et l'output, ça ne devrait pas être le nombre d'inscrits
ou bien le nombre des illettrés, ou bien non, ça doit être le nombre des compétents, des gens qui sont capables un peu d'être assez exercés. D'accord? Le score d'efficience qui est utilisé est calculé en mesurant la distance à une frontière particulière, c'est-à-dire que la frontière des fonctions de production. Donc, ce qu'on va faire, c'est estimer ces fonctions de production. Une fois on l'estime, l'école est supposée atteindre le maximum théorique qui est donné par cette frontière de la fonction de production. Et lorsqu'elle n'atteint pas cette frontière-là, ou bien la frontière des bonnes pratiques, d'accord, on parle d'inefficience. D'accord? Plus elle s'écarte de cette frontière, plus elle est inefficience. Et on a des mesures qui sont dans la littérature, qui sont étudiées pour ça. Donc, ce qu'on a fait, on a estimé la fonction de production des connaissances. Dans cette fonction des connaissances, il y a des outputs, mais ce qui le caractérise, c'est que dans la partie économétrique de cette fonction, le terme d'erreur, il comporte deux termes. Il y a ce qu'on appelle un indicateur d'inefficience et un terme d'erreur. On peut ne pas avoir des résultats pour une raison ou une autre, mais on peut avoir de mauvais résultats parce qu'on n'a pas été bien gouverné, on n'a pas été assez efficient, on n'a pas géré l'école comme une entreprise. Ce qu'on remarque ici, c'est que, bien sûr, la taille de l'école améliore un peu le résultat, le nombre d'enseignants, le ratio élèves enseignants est important, d'accord? Mais, bien sûr, les ressources, l'autonomie des écoles, ils ont tous des effets positifs et significatifs, sauf le comportement des élèves. D'accord? Si disons, l'école, le directeur de l'école tolère l'indiscipline, tolère l'absence, tolère la perturbation au sein de l'école, donc bien sûr, le cours ne va pas être fait de la manière la plus parfaite, la connaissance ne va pas être bien transmise. D'accord? Et ça, c'est ce qui est défini dans la littérature, ce qui a été fait. Bon, à partir de cette estimation-là, bien sûr, on peut mesurer le niveau d'efficience et calculer le niveau d'efficience de chaque école. D'accord? Ce qu'on remarque, c'est que le niveau d'efficience en Tunisie et en Algérie, il est de 72%. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un gaspillage de presque 30%. On peut faire mieux. Il y a une efficience de 28%, alors que cette inefficience, elle est seulement de 9% en France, elle est seulement de 4% au Canada et de 6% au Vietnam. D'accord. Plus encore, on essaie un peu de représenter les courbes, bien sûr, en prenant toutes les écoles avec des classes. Et ce qu'on remarque ici, c'est que la faible efficience des écoles pays du Maghreb, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et ce qu'on a, c'est que la majorité des écoles au Vietnam et dans les pays de l'OCDE, c'est-à-dire en France et au Canada, elles dépassent 85%. Au Maroc, et en Tunisie et en Algérie, 1% des écoles seulement ont un niveau d'efficience supérieur à 85%. Les autres, ils ont un taux d'efficience entre 60 et 70%. Donc, on a presque 30% d'inefficience, 30% de gaspillage des ressources. Puis, on a essayé un peu de voir quelle est la cause de cette inefficience. D'accord? Pour cela, on exprime cet indicateur d'efficience qu'on calcule pour chaque école. On l'exprime en fonction de quoi? En fonction de certain nombre de variables explicatives. D'accord? La première, c'est la profession des parents. Bon, la profession des parents, c'est une variable discrète. Et bien sûr, lorsqu'elle augmente, plus elle augmente, plus la profession, elle est mieux payée, mieux gratifiée, etc. Donc, on commence un peu par les travailleurs manuels et on avance, etc. Ce qu'on a, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un effet de pair. D'accord? Et que plus la profession des parents est importante, d'accord,
et plus le nombre des parents qui ont profession supérieure existe dans l'école, moins l'école elle est efficiente. Elle est inefficiente, donc elle est beaucoup plus efficiente. La même chose pour l'éducation des parents, d'accord? Sauf que celle-là, elle est non significative, d'accord? C'est surtout les richesses de ces parents et donc les moyens et leur niveau de leur métier. Le patrimoine aussi, il est assez important parce que ce qu'on va voir, il y a une étude qui a été faite un peu sur ce qu'on appelle sous les cours de soutien, d'accord? Le cours de soutien, c'est un problème très important. Donc la Tunisie est parmi les tout premiers où plusieurs élèves, jusqu'à 70% des élèves qui payent des enseignants pour faire des heures supplémentaires. Alors que dans les pays scandinaves, ce taux ne dépasse pas 1%. D'accord? Le patrimoine des parents est important, bien sûr, et les activités extrascolaires, sauf que, bon, on a montré que c'est pas significatif. Mais ce qu'on a vu, c'est que dans nos estimations, comme on fait des estimations sur 6 pays, d'accord? On a pris les pays, la Tunisie et l'Algérie comme pays de référence. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un grand écart, particulièrement le Vietnam, d'accord, un Vietnamien, une école vietnamienne, elle est beaucoup moins inefficiente que les écoles maghrébines. Les seules écoles qui ne sont pas efficientes, c'est le Qatar. Ils ont beaucoup d'argent et beaucoup d'inégalités. Bon, pour ceux qui sont intéressés, dans le rapport, on parle de ces points d'une manière assez intéressante. Donc, le constat sur l'inefficience, c'est que le CIR, et donc il y a divergence des systèmes éducatifs, d'accord? L'inefficience des écoles baisse lorsque la richesse des parents monte, et là, ce qu'on appelle l'effet de pair, d'accord? Lorsque on est dans une école, dans un milieu, ou bien dans ce qu'on appelle comment dire, dans un département où il y a beaucoup de riches, ou bien dans une zone UP, la qualité de l'école est meilleure. D'accord? Et les écoles du Vietnam s'avèrent les moins inefficientes. D'accord? Donc, le peu d'argent qu'ils ont, ils essaient de l'utiliser convenablement. D'accord? Mieux gouverner. On a vu que l'indice de la discipline, il est assez important, bien sûr, suivi par les écoles canadiennes et françaises. Et à la fin, il y a les autres. Donc, fait marquant, c'est que en Tunisie et en Algérie, l'apprentissage à un milieu, l'appartenance à un milieu social défavorable affecte sévèrement les performances scolaires, d'où la baisse, tout à l'heure on a dit un peu des élèves résilients, et l'efficience des écoles aussi. Les écoles canadiennes et vietnamiennes arrivent à surmonter l'effet du milieu social, et on a vu tout à l'heure, il y a beaucoup plus d'élèves qui sont résilients. Une autre chose, c'est que l'autonomie des écoles participe à la baisse de l'efficience. D'accord? Et que le comportement néfaste des élèves, c'est-à-dire le retard ou l'absentéisme, réduisent la performance scolaire. D'accord? Là, c'est ce qu'on a vu. Et les ressources scolaires ne sont pas les seules causes des performances. Leur mode de gouvernance de ces moyens réduit leur inefficience et affecte ainsi leur performance. Donc, de les pays de Maghreb, ce problème de gouvernance est un problème crucial et mérite d'être assisté. Donc, mieux utiliser ces ressources-là, il est indispensable. Comment mesurez-vous l'autonomie des écoles? Comment vous mesurez ça? Oui, l'autonomie, dans le questionnaire du PISA, donc il y a un entretien avec les directeurs des écoles. Et parmi les questions qu'on leur pose, quels sont vos pouvoirs de décision? D'accord? Est-ce que, par exemple, en Tunisie, tout est fait au ministère? Le directeur de l'école ne prend aucune initiative, ni dans le recrutement des étudiants, ni dans le recrutement des enseignants, ni dans le choix des matières, ni dans le choix ou bien la relation avec l'extérieur, si on veut coopérer avec les autres, ni dans le fait un peu, par exemple, chose très simple, faire un groupe musical, il faut une autorisation. Faire une marionnette, il faut une autorisation.
D'accord? Chose qu'on ne trouve pas, et c'est un peu de problème. D'accord? Le deuxième, c'est l'inégalité des opportunités dans l'accès à l'école. C'est que, on a encore le temps? OK. Je m'excuse. Donc, ce qu'on a, le résultat social ne reflète pas toujours les vrais niveaux de compétences à résoudre des problèmes complexes. Le niveau de confiance des élèves en leur aptitude, d'accord, ne peut pas être acquis tout seul. C'est-à-dire l'effort fourni par l'élève tout seul est insuffisant. D'accord? Et donc, l'intervention de l'école est nécessaire. Mais pour pouvoir intervenir, donc, il faut mesurer, comme on a dit tout à l'heure, ces niveaux-là. Et donc, il faut, bon, c'est ce qu'on va voir, c'est la mesure qu'on va essayer de voir. Pour cela, on distingue deux choses, l'inclusion et les inégalités d'opportunités. D'accord? L'inclusion, c'est quoi? C'est garantir à tous une éducation de qualité. Donc là, on mesure par les indices d'inégalité, le Gini, les entropies de T, le GO1, etc., etc. Et les inégalités d'opportunités, c'est éliminer la liaison entre quoi? Entre les compétences et le manque de moyens financiers. D'accord? Et là, en utilisant l'approche de Chaplet, qui émane un peu de la théorie du jeu, décompose cette inégalité en une inégalité d'opportunité et une inégalité de l'effort. Bien sûr, l'inégalité d'effort, elle est voulue. Mais une inégalité d'opportunité, elle est non éthique. D'accord? Et surtout un peu non, cette inégalité d'opportunité, tu ne peux pas arriver parce que tu es pauvre. Ça, pour un État, c'est une honte. D'accord? Et donc, la première chose, c'est distinguer les deux et s'attaquer aux premières qui sont les inégalités d'opportunité. Donc, dans ce premier cas, on a essayé un peu de voir les courbes de densité des acquis cognitifs. Donc, on voit un peu à droite, on a utilisé le Vietnam. Donc, à gauche, on a la Tunisie et l'Algérie. Donc, on voit qu'il y a une distinction avec des distributions plus ou moins différentes. Mais le plus intéressant, c'est les densités. C'est on distribue selon le statut professionnel des parents. Ce qu'on voit, cette présentation, elle est relative pour le cas des pays du Maghreb. D'accord? Et lorsque la profession des parents est la profession supérieure, c'est ce qu'il y a à droite. D'accord? Les acquis cognitifs, bien sûr, il y a toujours une distribution. Les élèves ne sont pas tous égaux, mais il y a un écart, une certaine dominance stochastique qui existe entre les deux qui est assez flagrante. Et donc, le niveau des scores change avec la profession des parents et que l'effet d'HT est plus important dans les pays du Maghreb. Puis, on a fait un seul exemple, c'est que dans ce graphique-là, c'est assez particulier. On a pris deux courbes. La courbe qui est en noir, ou bien qui est en continu, c'est le niveau faible des professions libérales dans les pays de l'OCDE. Et à droite, les niveaux élevés dans les pays du Maghreb. D'accord? Ce qu'on voit, c'est que grâce à l'appui des parents, d'accord, on arrive à rattraper ces enfants. D'accord? Donc, là, je au Maghreb ont des courbes de densité semblables à celles des pays. Deuxième point, c'est l'éducation des parents. D'accord? Ce qu'on voit, c'est que dans les pays de l'OCDE, donc, vous voyez les deux courbes, lorsqu'on a une faible éducation, ils sont presque superposés avec une petite déviation. Dans les pays du Maghreb, l'écart, il est très important. Rappelez-vous bien tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Dans les estimations, on a montré que l'éducation des parents n'a pas d'effet significatif sur l'efficience des écoles. Mais l'effet d'éducation, il a une intensité sur les acquis des enfants. D'accord? Donc, lorsque les parents, plus particulièrement lorsque la mère est éduquée, c'est un effet très important sur les résultats scolaires et les acquis cognitifs de ces enfants. Bon, par la suite, on a essayé un peu de mesurer les niveaux d'inégalité. Bon, on va très rapidement. Ce qu'on a, le Canada a le plus faible taux d'inégalité, d'accord? Et sur le Qatar, on a le niveau le plus élevé. Toutefois, en Algérie et au Vietnam, l'accès aux écoles publiques engendre moins d'inégalités. Maintenant, on passe
aux inégalités d'opportunité. Et là, on distingue les inégalités de l'effort et les inégalités d'opportunité. D'accord? Ce qu'on voit, c'est que les opportunités offertes par l'école, ils sont importantes seulement au Qatar. Pourquoi? Parce qu'au Qatar, la majorité des écoles sont des écoles privées. D'accord? Et donc, bien sûr, il donne une équation qui est excellente à vos enfants. Il suffit de le mettre dans une bonne école. Une école américaine, c'est pas la même chose qu'une école publique où on enseigne tout en arabe. Donc, la grande inégalité d'opportunité, elle est en France. D'accord? L'inégalité des écoles est négligeable, sauf au Vietnam. D'accord? Sauf au Qatar, un tout petit peu au Vietnam. Bon, là, on commente ça dans le rapport, pour ceux qui s'intéressent. En Tunisie, il y a une importante inégalité de l'effort. D'accord? Les gens, ou bien les élèves, se grèvent pour réussir. D'accord? Bon, maintenant, ils sont de plus en plus démoralisés, mais ils essaient de faire. Mais ce qu'on montre, c'est que le rapport PISA, il a essayé, il confirme cette conclusion. Il dit que les élèves tunisiens consacrent 25 heures, d'accord, d'études en dehors de l'école. D'accord? Alors que les Français n'en consacrent que 18 et les Canadiens consacrent 18, les Français n'en consacrent que 15. D'accord? C'est pas en travaillant beaucoup que qu'on se crève et on aille à l'essentiel. Donc, pour conclure, donc là, le principal constat, c'est que les inégalités des acquis cognitifs entre les élèves en Tunisie et en Algérie sont dues principalement aux antécédents familiaux. Okay. Et au manque d'initiative des systèmes éducatifs. D'accord. Bon, j'ai fini ici. Bien sûr, ce que j'ai présenté, il y a le 4e chapitre du livre qui a été édité par l'OFE, qui est la situation économique en Afrique, enjeux et perspectives. D'accord. Et une étude qui est aussi sur le site de l'OFE, qui parle de l'efficience et de l'inégalité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Oui. Et j'ai sorti mon propre biais cognitif dans ce que mais j'aimerais vous commenter deux. Quand j'étais à l'université, le cursus s'installe, quelque chose qui m'a frappé, vous avez dit, vous avez parlé qu'il y avait beaucoup de disciplines. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait venir à l'université des dirigeants d'entreprise, des employeurs actuels et potentiels, puis on leur avait demandé qu'est-ce qu'on fait bien, j'avais retenu ce qu'on faisait moins bien pour essayer de l'améliorer. Il y a deux choses. La première, c'est qu'ils disaient vous spécialisez beaucoup. Et il y a eu donc, je ne sais pas si c'est à ça, mais en fait, il y a eu un décloisonnement, il y a eu une passerelle de les gens vont aller d'une discipline à l'autre de telle sorte qu'ils sont ça, c'est le premier reproche qu'on nous faisait. Le deuxième reproche, il disait vous formez des analystes absolument extraordinaires. Des analyses, et ils analysent encore, et ils ne prennent rarement, ils prennent plus de décisions. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est des gens qui décident, même s'ils n'ont pas une de carte dans les mains. Alors, sur ces deux aspects-là, comment est-ce que vous avez des choses que vous constatez déjà en faisant des études, et qu'est-ce que vous verriez comme solution? Okay. Je vous remercie pour ces deux questions. Vous êtes au cœur un peu du problème. Au début, lorsqu'on a dit, on a parlé un peu de comment former l'élève. D'accord? L'élève doit être autonome. L'élève doit réagir avec son environnement. C'est-à-dire, lorsqu'il doit prendre une décision, il faut la prendre. D'accord? Et l'élève doit résoudre les problèmes complexes qui s'ajoutent à lui. C'est pas donc apprendre toutes les formules. Je connais Pythagore, je connais tel ça, mais le connaître Pythagore, c'est pas un peu faire construire un coin comment dire, un coin dans le mur, alors que c'est la règle de Pythagore qu'on nous a appris. Ça va faire ça. Bon, imaginez. Et donc, vous apprenez beaucoup. C'est essentiellement ce que le problème qui était posé. Bon, maintenant,
Le deuxième volet, c'est comment faire. D'accord? Comment faire, c'est ça se traite pas à la fin, ça se traite dès le primaire. Ça peut être même après avant l'école. L'école d'origine, un peu à l'école publique. Il doit apprendre un peu à être un entrepreneur, à prendre des décisions et résoudre le problème, mais pas à accumuler des connaissances à l'infini, apprendre à résoudre tous les exercices, apprendre à connaître tous les théorèmes, d'accord, sans pouvoir les appliquer. Ben, c'est le cœur, bien sûr, c'est la question qui est importante. Oui, depuis avant collègue sur cette présentation. Merci. Et c'est des choses à dire sur la formation des maîtres. Oui. Et quelle est leur structure de rémunération par rapport à la moyenne de la société? Vous avez mis beaucoup d'accent sur, au fond, le fait porter de l'âme aux élèves. Qui vont passer des fois qui manquent de discipline. Mais ça peut être plus difficile à gérer. On peut en faire des parents, mais est-ce qu'il y a d'autres formes là, de difficultés qui pourraient à ce moment-là peut-être mieux se solutionner cette difficulté? Je peux répondre? Oui. Ben oui, c'est la question qui est intéressante parce que ça, c'est le. Bon, là, j'ai préparé 7 ou 8 slides après pour les politiques économiques. L'une des choses, c'est la formation des maîtres. D'accord? Par exemple, on a posé des questions, surtout en Algérie, aux écoles d'école, dit que la formation de mes instituteurs ne permet pas de faire passer la connaissance. D'accord? Ils ont acquis des diplômes au rabais. 1. 2. Le salaire, il est trop bas. D'accord? Je m'appelle une fois sur Internet. D'accord? Ils ont mis une image de nombre d'instituteurs d'école dans les années 60. Ils étaient tous cravatés. D'accord? Puis, un enseignant maintenant, en 2010 ou de 2015, ben, c'était des gens presque des clochards. D'accord? Le niveau de vie, il est... Non, mais là, ça c'est important. Et là, ça nous mène à un autre phénomène, c'est le phénomène des cours de soutien qui sont donnés et qui sont payés, d'accord? Qui sont payés dans les écoles. D'accord? Et là où est-ce qu'on trouve, par exemple, quelqu'un qui est très bon en mathématiques devient milliardaire chez nous. Et là, les gens, 2 points. Deuxièmement, c'est que maintenant, les instituteurs ne veulent plus aller dans les régions intérieures. Pourquoi? Parce que le pouvoir le pouvoir matériel à ces gens-là, ils sont trop faibles. Donc, ils ne vont pas pouvoir faire leur soutien, ils ne peuvent pas arrondir leur fin du mois. D'accord? Et tout ceci existe, et le ministère commence un peu à donner des théories sur la théorie de l'éducation, alors que le problème il est assez simple, ce que vous l'avez soulevé, c'est améliorer la condition de vie. D'accord? Oui, ça c'est au cœur du problème. Et l'une des principales politiques qu'il faut faire pour réussir, mon avis. Merci beaucoup, professeur. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre la détérioration de la qualité de l'éducation et la langue d'enseignement? Parce que vous avez parlé tout à l'heure, vous avez suivi le système public, comme vous d'ailleurs, mais vous étudiez une matière scientifique en français, pratiquement du primaire jusqu'à l'université. Il y a eu plusieurs réformes dans le temps qui ont introduit l'arabe au fur et à mesure. Le système aujourd'hui est arabisé dans le public, mais il est arabisé seulement au niveau primaire et secondaire. Donc les gens se rendent à l'université, ils reprennent leurs études en français, en médecine et dans des domaines scientifiques. Et donc peut-être intéressant, ce sont des davantage de le privé, justement, pour c'est ça qui doit former dans nos enfants. On peut par la suite, on peut par exemple aller étudier à l'étranger, on a une très bonne base en français. On voit maintenant au Maroc, par exemple, le ministère de l'Éducation a décidé de réintroduire le français. Donc, toutes les matières scientifiques, ils vont réenseigner à partir de l'année prochaine le français en langue française. Parce qu'ils ont pensé que c'est une des raisons de l'amélioration de la qualité de l'éducation. Peut-être ça pourrait être. Ça peut être une raison. Parce qu'il n'est pas peut-être le cas en France ou au Canada. Je pense qu'il y a un problème. Je m'excuse. Merci beaucoup, c'est Ibrahim.
problème de cette double langue, et surtout un peu le changement des habitudes, c'est important. Mais c'est pas seulement la langue, parce que en turc, jusqu'à l'université, on étudie en turc. D'accord? Au Vietnam, ils étudient en vietnamien. D'accord? Mais ils ont de bons résultats. D'accord? Mais c'est la constance et surtout, là, bon, on a tous un peu emmené les enfants à l'école, bon, un peu nous les Maghrébins, mais on sent cette manque de discipline, plus que ça, cette nonchalance des enseignants. Dans le privé, tu es obligé d'être là, on te contrôle. L'école privée, elle est gérée comme une entreprise. L'école publique, malheureusement non. Et ce qu'on demande lorsqu'on parle d'efficacité, c'est gérer l'école publique autant qu'une école privée. D'accord? Et bien sûr, dans les politiques, l'une des politiques, c'est qu'il faut augmenter, bien sûr, les salaires des enseignants. D'accord? Ça ne va pas être que du public, mais introduire des incitations et donner des allocations et des budgets supplémentaires pour les écoles qui réduisent les inégalités. Et le pire, c'est que aux États-Unis, le pays où on dit que le pouvoir de l'argent il est important, etc., etc. Les années 80, il y a eu un appel disons, il était un peu de la même situation, mais il y avait une grande inégalité. Et plusieurs chercheurs sont associés, d'accord, Is the Nation at Risk, d'accord, et ils sont venus faire appel aux écoles qui sont défavorisées en les aidant, mais ils ne donnent pas que de l'argent. Ils demandent de réaliser des objectifs et leur rendre des budgets en fonction des objectifs qu'il a su. D'accord? Donc, l'objectif, ça devait être la bonne éducation, la réduction de l'égalité, la discipline et surtout un peu aider les élèves en difficulté. Le rapport PISA 2015, d'accord, qu'est-ce qu'il dit? Il dit textuellement les réductions d'inégalités en termes d'éducation sont les plus développées aux États-Unis, maintenant, en 2015. C'est-à-dire, ce qu'on a, ce n'est pas une fatalité. On peut toujours échanger. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour votre exposé. Merci. J'ai 2 points que je voudrais approfondir avec vous. Votre propos se base sur l'étude PISA 2015 et aussi des constats de CPE. Concrètement, en Tunisie, qu'est-ce que vous avez touché de près et de point de vue qualitatif en matière de politique d'éducation nationale et également en Algérie, s'il y a lieu? Et c'est quoi, si aujourd'hui, notamment à partir de la diaspora maghrébine, étranger, on peut apporter une contribution? Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi le propos exact? C'est quoi le problème qui aurait été identifié grâce à vous et à votre étude pour que des contributions puissent être apportées à partir de la contribution de la diaspora maghrébine étranger? En fait, on a évoqué la langue. Est-ce que l'arabisation de l'école maghrébine depuis les indépendances est la cause ou un facteur qui a contribué à aggraver la situation? Le poids de la résurgence de la religiosité islamique à partir des années 70-80, qui a vu le corps enseignant professoral des pays du Maghreb investi par la morale islamique jusqu'à l'université, où on voit la collision avec les pouvoirs des gouvernements, où l'arabisation atteint des seuils importants dans l'enseignement du primaire jusqu'à l'université en passant par le secondaire. Et est-ce que de cela a provoqué l'annihilation de toute esprit critique? Puisque si on saisit, c'est que les chiffres effarants que vous exposez ici font peur. Est-ce que c'est l'esprit critique qui n'a pas été cultivé depuis ces années-là, de par les enseignements que ces sociétés ont reçus après le départ, bien sûr, de la colonisation française, il y a eu de souligner, avec l'apport, bien sûr, de l'école de Jules Ferry, l'esprit des Lumières, qui a saupoudré un peu ces territoires d'Afrique du Nord.
Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Et sur quoi? Est-ce que c'est la gestion administrative des écoles? Est-ce que c'est la pensée qui doit guider la mission d'éducation? Il me semble qu'on est devant un chantier immense, mais vous, puisque vous êtes sur le terrain et que vous touchez du doigt le problème, on compte beaucoup sur vous. Et aussi, je terminerai sur le fait qu'il y a-t-il moyen de propager cette publication, cette conférence à un large public ou ça reste uniquement au niveau des 5 000, je sais pas. Je peux répondre? On n'a plus de temps, vous allez prendre les 2 dernières questions. Ok, parce que ça, c'est une question très importante. Bonjour, je vous remercie pour votre présentation. Moi, j'ai 2 petites questions. La première question, c'est est-ce que vous avez des données sur la performance des élèves dans le privé? Parce que ce serait très bien, moi, par exemple, en Algérie, on a de plus en plus de privés qui se développent, parce que les élèves à la sortie du secteur privé sont ceux qui est géré comme une entreprise sont performants. Et deuxièmement, vous avez parlé au début des chômages des diplômés. Est-ce que c'est seulement par rapport à l'école ou il y a d'autres facteurs, par exemple la croissance économique tout court dans les pays du Maghreb, qui on sait très bien que la moyenne est très très en bas par rapport à ce qui se fait ailleurs dans les pays émergents. Merci. Très bonne question que j'ai répondu. Bonjour, merci encore aussi pour votre présentation. Moi, c'est assez simple, c'est 2 points principaux. Le premier, c'est ce que vous avez abordé, le Vietnam en tant que comparaison. Si j'ai bien compris, votre recherche se basait principalement sur les enfants âgés de 10 à 15 ans, si j'ai bien observé. Est-ce que vous avez des données aussi qui sont pour les étudiants post-secondaires et les études supérieures? Parce que dans le cas notamment du Vietnam, à peine 25% des enfants vietnamiens vont aux études post-secondaires et supérieures. Et là, il y a une dimension de coût, puisqu'au Vietnam, l'école est gratuite jusqu'à la fin du cycle primaire. Après ça, elle est payante à faible. Deuxième question aussi, là, c'est plus une dimension anthropologique. Je m'interroge sur l'une des raisons pour lesquelles le Vietnam a des scores aussi élevés. Est-ce que cela a des liens avec, par exemple, son passé confucéen qui est très enraciné au Vietnam, depuis notamment le Xe siècle? Son esprit quoi? Confucéen, c'est-à-dire un lien avec l'éducation. Okay. C'est-à-dire que l'éducation au sein du Vietnam, comme de la Chine confucéenne, est quelque chose d'important. Vu que mais c'est dans tous les pays du sud-est asiatique. Il y a la Chine, la Corée, le Vietnam, etc. Bon, je pense que la Chine est classée 2e, la Corée est 2e, la Chine aussi. Oui. C'est pour ça que je me questionne, vu qu'à faible moyen, ils semblent quand même avoir des scores, ou en tout cas des résultats qui sont assez intéressants. Donc la question, c'est sur les cycles supérieurs et sur la dimension plus anthropologique du lien avec notamment la dimension éducative. Merci. Ok. Je peux répondre? Ok, merci. Je vous remercie. Les 3 questions sont vraiment très intéressantes. Bon, je vais commencer par la fin. Pour ce qui est un peu du Vietnam, c'est vrai qu'on se pose aussi la question en Tunisie. Est-ce que l'université doit continuer d'être une université publique? Jusqu'à maintenant, on se dit non. D'accord? Pourquoi ne pas faire payer? D'accord? Donc, si vous êtes suffisamment brillant, si vous êtes, etc., vous restez. Et là, ça permet d'alléger le pouvoir. Et je pense, le choix qui a été fait au Vietnam, le choix qui est fait en Suisse, d'accord? Il y a plus de bacheliers en Tunisie qu'en Suisse. D'accord? Mais il y a zéro chômeur. D'accord? J'imagine, aux États-Unis, c'est pas gratuit, etc., etc. On s'est dit, est-ce que le fait un peu de faire un ballottage entre être donc sorti ou bien étudier expressément, on a les moyens, parce que si on a le potentiel, on sait qu'on va aboutir, on va le faire. Le problème, c'est que ce qu'on a dans le pays, il y a de plus en plus l'abandon de l'école. D'accord? Plus que c'est gratuit, donc je ne veux pas, ou bien l'indiscipline aussi. D'accord? Etc. Tout ça, c'est des phénomènes qui sont la conséquence de la gratuité. Et là, la question qui se pose sur
surtout un peu avoir un enseignement universitaire qui est payant, bien graduellement payant, et tout en donnant des bourses aux étudiants les plus méritants, je pense que c'est une bonne chose. Le deuxième point, d'accord, c'est les écoles privées. Le problème, c'est que on n'a pas eu d'informations sur l'école privée. D'accord? Dans PISA, bon, le cas de la Tunisie, il y a 2%, et même, c'est pas très significatif. Nous aussi, on avait cette crainte-là pour voir est-ce que c'est ça, et surtout un peu par la suite, voir un peu l'efficacité. Bon, on a une idée, mais c'est une idée qui n'est pas scientifique, qui n'est pas argumentée. D'accord? C'est que tous ceux qui amènent leur enfant et qui ont les moyens d'amener leur enfant au privé, ils sont satisfaits. D'accord? Que ce soit la discipline, que ce soit un peu dans la suivi des cours, etc. Je reviens à la première, ça, je pense que c'est un point qui est très, très important. Vous dites, OK, est-ce que l'introduction de la rôle logistique, d'accord? L'introduction un peu d'avoir 2 langues, d'accord? Est-ce que ça a eu un impact? D'accord? Je dis oui. Mais le plus important, c'est le manque, ce qu'on appelle d'audience, de courage politique. Toujours, on a dit que il faut cette courage politique de changer, cette courage politique d'introduire, de mieux payer les enseignants, d'exiger la qualité, de conditionner, comme on fait aux États-Unis, le budget de l'État avec ses actions en termes de résultats, en termes d'équité. D'accord? Ça, c'est très important. Le deuxième point, oui, c'est le deuxième point, comment on agit. Je fais partie aussi, bon, à part un peu d'être, bon, je m'intéresse dans mon laboratoire de ce point-là. Bon, j'ai encadré 4 thèses sur l'éducation. Bon, au début, on a commencé avec, on veut comprendre ces inégalités d'opportunités qui sont au début assez intéressant à voir. Mais puis, lorsqu'on a essayé d'approfondir, on s'est vu un peu des choses qui sont intéressantes. Et en parallèle, je fais partie d'un think tank, d'accord, où on réfléchit. Et on a fait une étude sur l'éducation, on a fait venir un peu des hauts responsables de l'éducation. Il nous a dit, oui, nous, on sent ça, d'accord? Vous l'avez confirmé, mais on ne nous autorise pas de le faire. C'est cette volonté, c'est pour ça qu'on pose un tout petit peu, j'espère qu'on arrive un peu à ça. Mais l'islamisme, bon, je ne sais pas, d'accord. Peut-être, bon, en Tunisie, on le sent beaucoup moins, même si on a un gouvernement qui est parti de Nahda, mais s'il y a cette volonté, je pense qu'on est... Bon, lorsque je dis ça, c'est pour dire que c'est possible. On peut s'en sortir. C'est pas moi, je vais être optimiste. C'est pas parce que on a étudié en arabe ou... Non, mais au Vietnam, ils étudient en vietnamien. Ils sont performants. En Chine, ils étudient en chinois. D'accord? La Turquie, on étudie en turc. D'accord? Et les Allemands, ils étudient en allemand. Et alors? D'accord? Si la connaissance est bien transmise, d'accord? Je pense que ça, c'est un point, et c'est ça un peu le point sur lequel j'aime bien finir, c'est la connaissance doit être bien transmise. 1, avoir des élèves qui sont autonomes. 2, des élèves qui peuvent réagir sur l'environnement. Et 3, des élèves qui sont capables de résoudre le problème. Et d'être un bon manager, un bon entreprise. Voilà, je vous remercie.